Murphy est pilote d'hélicoptère à l'Astro Division pour le Los Angeles Police Department, hein, c'est là où il y a tous les hélicoptères qui survolent la ville. Il est chargé de participer aux essais d'un nouveau prototype d'hélicoptère ultra moderne et sophistiqué destiné à surveiller la foule lors des prochains Jeux Olympiques d'été de 1984, qui seront bien sûr situés à Los Angeles. Ce tout nouvel appareil, surnommé Tonnerre de feu, alors en VO c'est Blue Thunder, donc tonnerre bleu en rapport avec la couleur des uniformes de la police, est piloté par le colonel F.E. Cochrane, que Murphy a connu durant la guerre du Vietnam, cette guerre qui a laissé en lui des séquelles et qui souffre aujourd'hui de troubles de stress post-traumatique. Sir, Lieutenant Crest wants you on the pad. Sir? Sir? Lose something? Donc dès le départ, John Badham, le réalisateur, va dénoncer le système Big Brother qui règne dans son pays et met en garde la population contre le recueil de données et la surveillance de la vie privée, même si aujourd'hui cela est devenu monnaie courante. En 1984, ce n'était absolument pas le cas et c'était vivement combattu. Si les premières scènes nous montrent les patrouilles des hélicoptères de la police surveillant les rues la nuit pour localiser d'éventuels braquages, agressions ou autres, Welcome to air support. il va enchaîner sur aussi d'autres scènes, dont une, même si elle est amusante, illustre bien le véritable propos du film, puisqu'un des hélicoptères piloté par Murphy est demandé par Lyman Good, son second naïf, va patrouiller et se rendre devant une maison pour que les deux pilotes puissent se rincer l'œil sur une jeune femme qui fait du yoga entièrement nue, malgré le fait que ça dérange les voisins qui, eux, essayent de dormir. Right on the dot. You know, if there's one quality that I really admire in a person, it's punctuality. Donc le film est basé sur un script de Dan O'Bannon, hein, que l'on a connu sur donc Dark Star de John Carpenter, Alien de Ridley Scott, Le Métal Hurlant, le dessin animé, Life Force de Tobe Hooper ou Total Recall de Verhoeven, et Don Jacoby. Don Jacoby a travaillé sur Philadelphia Experiment ou Le Vampire de John Carpenter. Le script racontait au départ l'histoire d'un policier qui était donc pilote d'hélicoptère, mais qui était aussi un psychopathe et qui profitait de tout ça pour menacer la ville et la faire sauter. L'histoire va vite être remaniée à la demande du producteur Gordon Carroll, aidé par Dean Resner, qui fut scénariste de plusieurs Clint Eastwood, comme Un shérif à New York, L'inspecteur Harry, L'inspecteur ne relonge jamais ou Sudden Impact, pour faire de ce flic un héros. Et John Badham va créer le personnage de Lyman Good, son second. Me. Lyman Good. Outstanding. Alors bien sûr, hein, 1984, date du film, date des Jeux Olympiques, c'est une date symbolique pour ceux qui connaissent leurs classiques de la littérature. C'est aussi 1984 le titre d'un roman de George Orwell qui est célèbre pour évoquer une société future basée sur un état policier totalitaire, Big Brother donc, se basant sur les deux éléments, donc les Jeux Olympiques et le roman de Orwell. Le film Tonnerre de feu va se faire connaître comme l'une des œuvres d'anticipation les plus marquantes des années 80, tout simplement. Même si tout le monde l'a oublié aujourd'hui, à l'époque, c'était quand même quelque chose. Le duel entre les deux personnages que sont Frank Murphy et le colonel Cochrane nous vaudra quelques séquences bien mises en scène, avec notamment l'affrontement final qui s'avère une énorme prouesse technique de la part des véritables pilotes d'hélicoptères qui virevoltent entre les bâtiments de la ville avec une impressionnante virtuosité. Et il y a aussi les répliques cinglantes entre les deux avec le Toi je t'aurai, le catch you later en anglais, que Murphy subit à chaque fois que Cochrane finit ses phrases. Well, catch you later. Stand back from there. Hey,
Irritating old cocksucker. Réalisé par John Badham, qui s'était essayé à la télévision pendant très très longtemps avant de réaliser La Fièvre du samedi soir, et ainsi créer la possibilité d'être élevé au rang de réalisateur bankable, ce qui lui permettra de faire un Dracula très très honnête avec Frank Langella et Laurence Olivier, avec une musique superbe de John Williams, rien de moins. Puis War Games, qui sortira l'année d'après Tonnerre de Feu, qui sera un énorme succès et qui nous parle d'un ordinateur Honoran qui va jouer à la Troisième Guerre mondiale avec un gamin de quartier. Un succès un peu étonnant avec Short Circuit, une histoire de robot qui essaye d'avoir des sentiments. Bon, c'était plutôt moyen, mais surtout des comédies policières assez bien torchées, comme Étroite Surveillance avec Richard Dreyfuss, Madeleine Stowe et Emilio Estevez, ou La Manière Forte avec le grand James Wood et le fabuleux Michael J. Fox. Des castings impeccables comme d'habitude, et c'est souvent le cas d'ailleurs chez John Badham. Mind if I ask what you're doing? No, I don't mind at all. Parce que l'une des principales réussites du film Tonnerre de Feu, c'est justement la perfection de sa distribution. Aucune erreur de choix dans le casting de film, mais vraiment aucune. Chacun est à sa place, en apportant l'humour et la droiture qui faisaient défaut dans le premier scénario de Dan O'Bannon. Roy Scheider va jouer donc Frank Murphy, le pilote d'hélicoptère et héros du film, avec beaucoup de talent et de charisme. Il va accentuer son caractère comique et humain. Il ne voulait absolument pas jouer un fasciste, initialement un peu trop rigide, et contrairement aux futurs héros interprétés par Stallone ou Schwarzenegger, lui il va utiliser sa tête plutôt que ses poings. Damn it, shit! I got a runaway. Gee, what was that? Le réalisateur va donc approuver cette initiative qui contribuera à rendre Murphy plus sympathique pour le public. Il faut savoir que Roy Scheider était un ancien pilote lui-même, ce qui fut un atout non négligeable lors des scènes filmées en plein ciel. L'acteur incarne ici un peu le même personnage qu'il a incarné dans Les Dents de la Mer, le chef Brody. Il est vraiment intègre et seul face à l'autorité qui le défie, qui veut sa peau. Le rôle est juste cousu humain pour l'acteur. This is Lyman Good. Oh yeah, I forgot to tell you, I found out what Jaffo is. Just another fucking observer, huh? Donc à ses côtés, en personnage secondaire, nous avons dans le rôle de Lee Mangoon, qui est surnommé Jaffo. Alors c'était Jeune Andou, il faudra oser dans la version française, ou Just Another Fucking Observer en VO. Daniel Stern, que l'on avait vu dans que l'on verra plus tard dans Maman j'ai raté l'avion, et Léviathan, est le partenaire idéal. C'est l'opposé de Frank Murphy, qui lui est expérimenté, et il donne au personnage tout l'aspect naïf et chaleureux qui est nécessaire au film. Il ne faut pas oublier aussi Candy Clark, que l'on avait vu dans American Graffiti, qui va apporter la fraîcheur dans le rôle de la femme de Murphy. C'est vraiment un garçon manqué, mais débrouillard des complices. Elle va aider Murphy lors d'une course-poursuite haletante, où Murphy joue le rôle de son ange gardien avec l'hélicoptère, pendant qu'elle est poursuivie par toutes les forces de l'ordre de Los Angeles pour essayer de récupérer une cassette vidéo. Elle y est juste fabuleuse et toutes ces scènes sont géniales. Dans le rôle du grand méchant, Cochrane, personnage haïssable, odieux, et ce dès les premières minutes à l'écran, nous avons le grand Malcolm McDowell, que l'on ne présente plus. Il incarne avec un évident plaisir une ordure qu'on aime détester. Il fut découvert bien sûr dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick, et il va jouer dans énormément de films et de séries télé. Si le tournage du film ne connut aucun incident vraiment majeur, il faut quand même savoir que toutes les scènes de vol étaient une réelle épreuve pour McDowell, parce qu'il n'avait jamais anticipé sa hantise du vol. Il souffrait de vertige et de mal de l'air. Chaque sortie en hélicoptère était pour lui une épreuve, et même s'il était accompagné par un pilote, on voyait le pauvre acteur revenir malade et blanc de peur. Cela va occurer malheureusement plusieurs prises pour les scènes, mais en tant que grand professionnel, il ne laisse rien paraître à l'écran, et ça c'est vraiment hallucinant. And the moral of the story is, if you're walking on eggs, don't hop. That's it.
Et enfin, et malheureusement, hein, Tonnerre de Feu fait aussi le dernier film de Warren Oates qui joue le chef, le responsable de Murphy, Braddock. On avait vu son visage buriné dans les films de Peckinpah, La Horde sauvage ou Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. On l'avait vu dans le 1941 de Steven Spielberg ou La balade sauvage de Terrence Malick. Il est toujours bougon, il est toujours râleur, il est drôle, il est paternel et son interprétation en tant que supérieur de Murphy est un régal à chaque passage. Il a des réponses, il a une répartie absolument géniale et on sent la gueule. Il est malheureusement décédé peu de temps avant la sortie du film et Tonnerre de Feu lui est dédié en fin de générique. That's the way it's got to be from now on. Me captain, you cop, me talk, you listen. If you notice I don't have an ass when I get up out of this chair, it's because the old man just chewed it off just like that. Donc afin de donner au Blue Thunder, au Tonnerre de Feu, un aspect différent des hélicoptères utilisés par la police américaine, tout simplement, la Columbia a choisi un appareil français, Cocorico, la Gazelle SA-341G, qui fut bien sûr transformé pour lui donner une apparence ultra moderne et futuriste. Les décorateurs et techniciens des effets spéciaux du film attribuèrent des boutons, des modules en parfait état de marche, afin de renforcer la crédibilité auprès des acteurs et du public. Is there a problem? That's Cochrane, F.E., U.S. Army. FE. What's the FE stand for? Fuck everybody. Les caméras infrarouges et les canons de l'hélicoptère n'étaient pas fonctionnels, bien sûr, faut pas quand même déconner, mais chaque touche appuyée et écran de contrôle réagissait lorsque les acteurs les utilisaient. Donc on lui mit un canon de 20 mm à l'avant, piloté par le casque du pilote, 2 micros ultrasensibles permettant d'entendre une souris péter à 600 mètres, une vision nocturne, la thermovision, caméra avec zoom, enregistreur d'images et de son, bref, de la vidéosurveillance poussée à son paroxysme. Uh-oh, uh-oh. Oh shit. Cette dernière, impressionnante à l'image, s'avérait être en réalité un cauchemar pour l'équipe technique parce que c'était tout simplement un char volant. Il était lourd, il était difficilement maniable, il était absolument pas rapide et sa vélocité était encore moindre, mais elles ont été amplifiées par des astuces techniques et un montage acéré. Bon, bien sûr, on peut s'en douter, le combat entre Tonnerre de Feu et les F-16 au milieu de Los Angeles qui tirent des missiles en pleine ville et qui font exploser un immeuble est toujours bluffante. C'est ce qui en fait sa grande véracité. Bon, ça a été réalisé avec des maquettes, bien sûr. Roy Scheider était contre ces scènes-là. Il était contre aussi la scène où l'hélicoptère s'écrasait au milieu de Los Angeles parce qu'il trouvait qu'on pouvait faire ça dans des endroits où il y avait moins de gens. Mais bon, Hollywood étant ce qu'il est, il faut sa dose d'explosion au milieu des villes pour rendre ça beaucoup plus impressionnant. Les scènes ont vraiment été tournées au milieu de Los Angeles, il faut le savoir, avec les acteurs principaux à leur bord, à l'exception bien sûr de maquettes très réalistes pour les séquences explosives, et les tournages en studio pour certaines séquences de papotage en plein vol. C'est une situation qu'on ne pourrait pas retrouver aujourd'hui. Je crois que personne ne pourrait trouver un avocat ou un jugement qui leur permette de tourner avec un hélicoptère au milieu d'une ville. Il y a aussi les effets sonores qui sont vraiment importants, rien que le bruit de Tonnerre de Feu, puissant et marquant, c'est vraiment un acteur important du film. Donc
la musique, encore une fois, est aussi importante que les acteurs. Elle est composée par Arthur B. Rubinstein, hein, c'est un collaborateur de longue date du réalisateur John Badham. Ils ont fait 7 films et 2 téléfilms ensemble. Ils signent une musique qui va combiner des cuivres d'un côté et synthétiseurs de l'autre. Les synthétiseurs vont exprimer la solitude de Murphy face à une technologie qui est froide et impitoyable. Rubinstein veut utiliser plusieurs synthétiseurs de façon symphonique, combinés avec des orchestres de cuivre, des percussions et des cordes. Alors il va utiliser le 5 clavier 2, un synthétiseur numérique, et puis des analogies comme le Jupiter, le Prophète ou le Moog. Il n'existe toujours pas d'édition officielle de la musique malheureusement, il y a eu un disque promo de bonne facture et le vinyle de l'époque, mais rien d'autre. Donc le film va donner lieu à une série télévisée de 11 épisodes qui gomme totalement le côté 1984 orwellien et ne devient qu'une série policière banale tout simplement, utilisant même des stock shots du film, c'est une honte, c'était même pas au bon format. Ça va très vite arrêter la production, hein, et, au bout d'épisodes, 10 épisodes ils vont dire on arrête. Les héros sont indigents, c'était que des flics machos et stupides avec une sorte de Lyman Good sans saveur qui était joué par Dana Carvey que l'on reverra plus tard dans le Saturday Night Live et dans Wayne's World, bien sûr. La série fut rapidement diffusée sur TF1 le dimanche après-midi pendant l'année 1984. Vous avez les liens pour tout ça, pour les Blu-ray et les DVD dans la description si jamais cela vous intéresse. Contrairement d'ailleurs à ce que l'on pourrait croire, Supercopter, qui a été amené l'année d'après, pourrait être inspiré par Tonnerre de Feu, mais ça n'a jamais été dit puisque la série faisait suite à d'autres séries comme K2000, Tonnerre mécanique, qui mettaient en scène des véhicules extraordinaires et aux avancées technologiques futuristes, ce qui était très en vogue à l'époque. Donc c'est vrai que les deux se sont suivis, mais rien ne prouve que Supercopter soit vraiment une âme damnée du film de John Badham. Alors bon, donner une note à Tonnerre de Feu que j'ai vu 3 milliards de fois sans jamais m'ennuyer, avec des acteurs que j'adore, un montage au petit soin, une histoire juste impeccable, voilà, encore une fois je lui mets la note de 7 sur 6, oui je sais, encore un chef d'œuvre, mais pour l'époque, moi le plaisir de chaque visionnage, le 2.35, les vols de nuit avec les hélicoptères, la musique, les acteurs, voilà, je craque à chaque fois et c'est pour moi un des plus grands films jamais faits, je le revois tout le temps, je note jamais avec ça, je note toujours avec ça, ne l'oubliez pas, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à regarder une vidéo et je vous dis à très bientôt, bye bye les amis.